Chapitre 9 de la deuxième partie, le cycle héroïco-ouranien occidental. Premier sous-titre, le cycle hellénique. Si nous nous tournons maintenant vers l'Occident et tout d'abord vers l'Hellade, nous constatons que celle-ci se présente sous un double aspect. Le premier correspond aux valeurs qui ont présidé, ainsi que nous l'avons vu, à la formation d'autres grandes traditions et sont celles d'un monde non encore sécularisé, encore pénétré du principe générique du sacré. Le second aspect se réfère au contraire à des processus qui préludent au dernier cycle, le cycle humaniste, laïque et rationaliste. Et c'est précisément à travers cet aspect que beaucoup de modernes voient dans la Grèce le principe de leur civilisation. La civilisation hellénique comporte elle aussi une couche plus ancienne, égéenne et pélagienne, où l'on retrouve le thème général de la civilisation atlantique de l'âge d'argent, surtout sous forme de démétrianisme, avec de fréquentes interférences de thèmes d'un ordre encore plus bas, liés à des cultes ctonico-démoniques. À cette couche s'oppose la civilisation proprement hellénique, créée par les races conquérantes achéennes et doriennes. Elle se caractérise par l'idéal olympien du cycle homérique et par le culte de l'Apollon hyperboréen, dont la lutte victorieuse contre le serpent Python, enseveli sous le temple apollinien de Delphes, où avant ce culte existait l'oracle de la mer de Géa, associé au démon des eaux, au Poséidon atlantico-pélagien, est encore un mythe à double sens, exprimant d'une part un sens métaphysique et d'autre part la lutte d'une race de culte ouranien contre une race de culte tellurique. Il faut considérer enfin les effets qu'entraîna la réémergence de la couche originelle, à savoir les divers aspects du dionysisme, de l'aphrodisme, du pythagorisme lui-même et d'autres orientations liées au culte et au rite tellurique, avec des formes sociales et des coutumes correspondantes. Ces constatations s'appliquent également, dans une large mesure, au plan ethnique. De ce point de vue, on peut distinguer d'une façon générale trois couches. La première correspond à des résidus de races complètement étrangères, à celles du cycle nordico-occidental ou atlantique, et donc aussi aux races indo-européennes. Le second élément a probablement pour origine des ramifications de la race atlantico-occidentale qui, aux temps anciens, avait poussé une pointe avancée dans le bassin de la Méditerranée. On pourrait également l'appeler paléo-indo-européenne, en tenant toutefois compte, sur le plan de la civilisation, de l'altération et de l'involution qu'elle a subie. C'est à cet élément que se rattache essentiellement la civilisation pélagienne. Le troisième élément correspond au peuple proprement hellénique, d'origine nordico-occidentale, descendu en Grèce à une époque relativement récente. Cette triple stratification, nous la retrouverons également, avec le dynamisme des influences correspondantes, dans l'ancienne civilisation italique. Et il est possible qu'en Hellade, elle ne soit pas étrangère aux trois classes de l'ancienne Sparte, les Spartiates, les Périèques et les Ilotes. La tripartition, au lieu de la quadripartition traditionnelle, s'explique ici par la présence d'une aristocratie qui, ainsi que cela se produisit parfois dans la romanité, eut un caractère sacré en même temps que guerrier. Tel fut par exemple le cas pour la lignée des Héraclides et celle des Gélons, les resplendissants, dont Zeus lui-même ou Gélon fut le fondateur symbolique. La différence qui sépare le monde achéen par rapport à la civilisation pélagienne précédente ne se reflète pas seulement dans le ton hostile avec lequel les historiens grecs s'exprimèrent souvent au sujet des Pélages et la liaison qu'ils établirent entre ce peuple et les cultes et les coutumes de type égypto-syriaque. C'est un fait reconnu par les chercheurs modernes eux-mêmes, de même qu'est reconnue à l'inverse l'affinité de races, de coutumes et généralement de civilisations des Achéens et des Doriens avec les groupes nordico-ariens des Celtes, des Germains et des Scandinaves ainsi qu'avec les Ariens de l'Inde. La pureté nue des lignes, la clarté géométrique et solaire du style dorique, l'essentialité d'une simplification exprimant quelque chose de délivré, en même temps que la puissance d'une primordialité qui s'affirme cependant d'une façon absolue comme forme et cosmos, en face du caractère chaotiquement organique et ornemental des symboles animaux et végétaux qui s'affirment dans les vestiges de la civilisation créto-minoenne,
les lumineuses figurations olympiennes en face des traditions de dieux serpents et d'hommes serpents, de démons à tête d'âne et de déesses noires à tête de cheval, en face du culte magique du feu souterrain ou du dieu des eaux, disent assez clairement quelles forces se rencontrèrent en Grèce dans cet événement préhistorique, dont un des épisodes est la chute du royaume légendaire de Minos, qui régna sur la terre pélagienne, où Zeus est un démon chtonien et mortel, où la noire mère Terre est la plus grande et la plus puissante des divinités, où domine le culte toujours lié à l'élément féminin et peut être en rapport avec la décadence égyptienne d'Héra, Hestia et Thémis, des Charites et des Néréides, où en tout cas la limite suprême n'est autre que le mystère démétrico-lunaire, avec des transpositions gynécocratiques dans le rite et les coutumes. Ce substratum pélagien eut spirituellement des rapports avec les civilisations asiatiques du bassin de la Méditerranée et l'entreprise achéenne contre Troie, qui n'appartient pas seulement au domaine du mythe, tire néanmoins du mythe son sens le plus profond. Troie se trouve essentiellement sous le signe d'Aphrodite, déesse dont Astarté, Tanit, Ishtar et Mélita sont d'autres réincarnations. Et ce sont les Amazones émigrées en Asie qui viennent à son secours contre les Achéens. Selon Hésiode, c'est en combattant contre Troie que serait tombée une partie de cette race de héros que Zeus Olympien avait prédestiné à la reconquête d'un stade de spiritualité semblable à la spiritualité primordiale. Et Héraclès, type particulièrement dorien, ennemi éternel de la déesse pélagienne Héra, qui a reconquis la hache symbolique biscupide Labus, usurpée par des personnages féminins et par des Amazones durant le cycle pélagien, apparaît dans d'autres traditions comme le conquérant de Troie et l'exterminateur des chefs troyens. Et lorsque Platon parle de la lutte des ancêtres des Hellènes contre les Atlantes, il s'agit là d'un récit qui, pour être mythique, n'en est pas moins significatif et reflète vraisemblablement l'aspect spirituel d'un épisode des luttes soutenues par les ancêtres nordico-ariens des Achéens. Parmi les indications analogues qui se sont conservées dans le mythe, on peut citer la lutte entre Athénée et Poséidon pour la possession de l'Attique. Poséidon semble avoir été le dieu du culte le plus ancien, supplanté par celui de l'Athéna olympienne. On peut mentionner aussi la lutte entre Poséidon et Hélios, dieu solaire qui conquit l'isthme de Corinthe et Acro-Corinthe, que Poséidon avait cédé à Aphrodite. Sur un plan différent, on trouve dans les Euménides d'Eschyle un écho également symbolique de la victoire de la nouvelle civilisation sur l'ancienne. Dans l'assemblée divine qui juge Oreste, meurtrier de sa mère Clytemnestre, pour venger son père, apparaît clairement le conflit entre la vérité et le droit viril, et la vérité et le droit maternel. Apollon et Athéna se rangent contre les divinités féminines nocturnes, les Érinises, qui veulent se venger sur Oreste. Le fait d'invoquer la naissance symbolique d'Athéna, opposée à la maternité sans époux des vierges primordiales, pour affirmer qu'on peut être père sans mère, met précisément en lumière l'idéal supérieur de la virilité, l'idée d'une génération spirituelle pure, séparée du plan naturaliste où domine la loi et la condition de la mère. Avec l'absolution d'Oreste, c'est donc une nouvelle loi qui triomphe, une nouvelle coutume, un nouveau culte, un nouveau droit, comme le constate à regret le chœur des Euménides, les divinités féminines chtoniennes à tête de serpent, filles de la nuit, symbole de l'ancienne ère pré-hellénique. Et il est significatif qu'Eschyle ait précisément choisi comme lieu du jugement divin la colline d'Arès, le dieu guerrier, dans l'antique citadelle des Amazones que Thésée avait détruite. La conception olympienne du divin est, chez les Hellènes, une des expressions les plus caractéristiques de la lumière du Nord. C'est la vision d'un monde symbolique d'essence immortelle lumineuse, détaché de la région inférieure des êtres terrestres et des choses soumises au devenir, même si parfois une genèse est attribuée à certains dieux. C'est une vision du sacré correspondant analogiquement aux cieux resplendissants et aux sommets neigeux, comme dans les symboles de l'Asgard védique et du Meru védique. La conception du chaos comme principe originel, de la nuit et de l'éreb comme ses premières manifestations et comme principe de toutes les générations ultérieures, y compris celles de la lumière et du jour,
de la Terre comme mère universelle antérieure à son époux céleste, toute la contingence enfin d'un devenir, d'une mort et d'une transformation chaotique, introduite chez les natures divines elles-mêmes, ces idées en réalité ne sont pas helléniques. Ce sont des thèmes qui, dans le syncrétisme ésodien, trahissent le substratum pélagien. En même temps que le thème olympien, l'Hellade connut sous un aspect particulièrement typique le thème héroïque. Également détaché de la nature mortelle et humaine, demi-dieu participant de l'immortalité olympienne, c'est ainsi qu'apparaissent helléniquement les héros. Quand ce n'est pas le sang même d'une parenté divine, c'est-à-dire une supranaturalité naturelle, c'est l'action qui définit et constitue le héros dorien et achéen. Sa substance, comme celle des types qui en dérivèrent au cours des cycles plus récents, est entièrement épique. Elle ne connaît pas les abandons de la lumière du sud, le repos dans le sein générateur. C'est la victoire, Niké, qui couronne l'Héraclès dorien dans la résidence olympienne. Ici vit une pureté virile que le Titanic ne touche pas. L'idéal, en effet, n'est pas Prométhée, considéré par l'Hellène comme un vaincu par rapport à Zeus, qui apparaît également dans plusieurs légendes, comme le vainqueur des dieux pélagiens. L'idéal est le héros qui résout l'élément titanique, qui libère Prométhée après s'être rangé du côté des Olympiens. C'est l'Héraclès anti-gynécocratique qui détruit les Amazones, blesse la Grande Mère, s'empare des pommes des Hespérides en vainquant le dragon, rachète Atlas puisque ce n'est pas en tant que châtiment mais en tant qu'épreuve qu'il assume la fonction de pôle et soutient le poids symbolique du monde jusqu'à ce qu'Atlas lui apporte les pommes, qui enfin passe définitivement à travers le feu de l'existence terrestre à l'immortalité olympienne. Des divinités qui souffrent et qui meurent pour revivre ensuite comme les natures végétales produites par la terre, des divinités qui personnifient la passion de l'âme haletante et brisée, sont tout à fait étrangères à cette spiritualité hellénique originelle. Alors que le rituel chthonien correspondant aux couches aborigènes et pélagiennes se caractérise par la crainte des forces démoniques, par le sentiment pénétrant d'une contamination, d'un mal qu'il faut éloigner, d'un malheur qu'il faut exorciser, le rituel olympien achéen connaît seulement des relations claires et précises avec les dieux conçus d'une façon positive comme des principes d'influence bénéfique, sans anxiété presque, avec la familiarité et la dignité d'un do ut des au sens supérieur. Même le destin, distinctement reconnu, qui pesait désormais sur la plupart des hommes de l'âge obscur, l'Hadès, n'inspirait pas d'angoisse à cette humanité virile. Elle le contemplait d'un regard calme. La meilleure spèce du petit nombre se rattachait à la pureté du feu auquel on offrait rituellement les cadavres des héros et des grands en vue de faciliter leur libération définitive grâce à l'incinération du corps, alors que le rite de restitution symbolique au sein de la mère terre par l'inhumation était pratiqué surtout par les souches préhelléniques et pélagiennes. Le monde de l'ancienne âme achéenne ne connut pas le pathos de l'expiation et du salut. Il ignora les extases et les abandons mystiques. Toutefois, il convient de séparer ici ce qui est apparemment uni en restituant à leurs origines antithétiques les éléments dont se compose l'ensemble de la civilisation hellénique. Dans la Grèce post-homérique apparaissent les signes d'une réaction des couches originelles soumises contre l'élément proprement hellénique. Des thèmes telluriques propres à la civilisation la plus ancienne, plus ou moins détruite ou transformée, y ressurgissent dans la mesure où les contacts avec les civilisations voisines contribuent à les raviver. La crise se situe là encore entre le 7e et le 6e siècle. C'est à cette époque que le dionysisme fit irruption en Grèce et le fait est d'autant plus significatif que ce fut surtout l'élément féminin qui lui ouvrit les voies. Nous avons déjà indiqué le sens universel de ce phénomène. Nous nous contenterons de préciser que ce sens se conserve même lorsqu'on passe du caractère sauvage des formes thraces au Dionysos orphique hellénisé, qui demeure comme Zagreus un dieu souterrain associé à la Géa et au Zeus chthonien. Et alors que dans le déchaînement et les extases du dionysisme thrace pouvait encore se produire l'expérience réelle du transcendant, on voit prédominer peu à peu dans l'orphisme un pathos déjà proche de celui des religions de rédemption plus ou moins humanisées. En outre,
À la doctrine olympienne des deux natures succède ici la croyance dans la réincarnation, où le principe du changement passe au premier plan et où une confusion s'établit entre un élément mortel présent dans l'immortel et un élément immortel présent dans le mortel. De même que l'hébreu se sent maudit par la chute d'Adam, conçu comme péché, de même l'Orphique expie le crime des titans qui ont dévoré le dieu. Ne concevant que rarement la véritable possibilité héroïque, il attend d'une sorte de sauveur qui connaît la même passion de la mort et de la résurrection que les dieux plantes et les dieux ânées, le salut et la libération du corps. Comme on l'a justement remarqué, cette maladie infectieuse qu'est le complexe de la faute avec la terreur de châtiment d'outre-tombe, avec l'élan désordonné issu de la partie inférieure et passionnelle de l'être, vers une libération évasionniste, fut toujours ignorée des Grecs au cours de la meilleure période de leur histoire. Elle est anti-hellénique et provient d'influences étrangères. La même remarque s'applique à l'esthétisation et à la sensualisation de la civilisation et de la société grecque ultérieure, à la prédominance des formes ioniennes et corinthiennes sur les formes doriennes. Presque en même temps que l'épidémie dionysiaque eut lieu la crise de l'ancien régime aristocratico-sacré des cités grecques. Un ferment révolutionnaire altère dans leur fondement même les anciennes institutions, l'ancienne conception de l'État, de la loi, du droit et de la propriété. En dissociant le pouvoir temporel de l'autorité spirituelle, en reconnaissant le principe électif et en introduisant des institutions progressivement ouvertes aux couches sociales inférieures et à l'aristocratie impure de la fortune, la caste des marchands, Athènes, Cumès, etc., et finalement à la plèbe elle-même, protégée par les tyrans populaires, Argos, Corinthe, Sicyone, etc., il introduisit le régime démocratique. Royauté, oligarchie, bourgeoisie et pour terminer, dominateurs illégitimes qui tirent leur pouvoir d'un prestige purement personnel et s'appuient sur le démos. Telles sont les phases de l'involution qui, après s'être manifestées en Grèce, se répètent dans la Rome antique et s'accomplissent ensuite sur une grande échelle et d'une façon totale dans l'ensemble de la civilisation moderne. Or, il faut voir dans la démocratie grecque plus qu'une victoire du peuple grec, une victoire de l'Asie mineure, et mieux encore du Sud, sur les souches helléniques originelles, dont les forces se trouvaient dispersées. Le phénomène politique est étroitement lié à des manifestations similaires qui touchent plus directement le plan de l'esprit. Il s'agit de la démocratisation que subirent la conception de l'immortalité et celle du héros. Si les mystères de Déméter à Éleusis, dans leur pureté originelle et leur clôture aristocratique, peuvent être considérés comme une sublimation de l'ancien mystère pélagien préhellénique, ce substratum ancien s'insurgea et domina de nouveau à partir du moment où les mystères éleusiniens admirent n'importe qui à participer au rite qui était censé créer un destin inégal après la mort, jetant ainsi un germe que le christianisme devait mener plus tard à son plein développement. C'est ainsi que prend naissance et se diffuse en Grèce l'étrange idée que l'immortalité est une chose presque normale pour n'importe quelle âme de mortel. Parallèlement, la notion de héros se démocratise au point que, dans certaines régions, par exemple en Béotie, on finit par considérer comme héros des hommes qui, selon une formule non dépourvue de causticité, n'avaient d'héroïque que le simple fait d'être morts. En Grèce, le pythagorisme traduit, sous divers aspects, un retour de l'esprit pélagien. Malgré ses symboles astro et solaires, et bien que l'on puisse même y discerner certains échos hyperboréens, la doctrine pythagoricienne est essentiellement imprégnée par le thème démétrien et panthéiste. C'est au fond l'esprit lunaire de la science sacerdotale chaldéenne ou maya qui se reflète dans sa vision du monde comme nombre et harmonie. Et c'est le thème obscur, pessimiste et fataliste du tellurisme qui se conserve dans la conception pythagoricienne de la naissance terrestre comme châtiment et même dans la doctrine de la réincarnation. On sait déjà à quel symptôme celle-ci correspond. L'âme qui perpétuellement s'incarne n'est que l'âme soumise à la loi tellurique. Le pythagorisme et même l'orphisme, en enseignant la réincarnation, montrent l'importance qu'ils attachent au principe telluriquement soumis à la Renaissance, donc
à une vérité qui est celle de la civilisation de la mer. La nostalgie de Pythagore pour les déesses de type démétrien, après sa mort la demeure de Pythagore devint un sanctuaire de Déméter, le rang que les femmes tenaient dans les sectes pythagoriciennes, où elles figuraient même comme initiatrices, ou, fait significatif, le rite funéraire de l'incinération était interdit, et où l'on avait le sang en horreur, deviennent, dans cette perspective, très compréhensibles. Dans un semblable cadre, la sortie du cycle des Renaissances ne put donc pas ne pas présenter un caractère suspect. Il est significatif dans l'orphisme que le séjour des bienheureux ne soit pas sur la terre, comme dans le symbole achéen des Champs-Élysées, mais sous la terre en compagnie des dieux inférieurs. Caractère opposé à l'idéal d'immortalité propre à la voix de Zeus, qui se réfère à la région de ceux qui sont détachés, inaccessibles dans leur perfection et leur pureté, comme les natures fixes du monde ouranien, de la région céleste où domine dans les essences stellaires, exemptes de mélange, distinctes et parfaitement elles-mêmes, la virilité incorporelle de la lumière. Le conseil de Pindare, ne pas chercher à devenir un dieu, annonce déjà le relâchement de la tension de l'ancien élan héroïque de l'âme hellénique vers la transcendance. Il ne s'agit là que de quelques-uns des nombreux symptômes de cette lutte entre deux mondes, qui n'eut pas en Hellade de conclusion précise. Le centre traditionnel du cycle hellénique se trouve dans le Zeus achéen et le culte hyperboréen de la lumière à Delphes. Et c'est dans l'idéal hellénique de la culture comme forme, comme cosmos qui résout le chaos en loi et clarté. Jointe à une aversion pour l'indéfini, le sans limite, c'est dans l'esprit des mythes héroïco-solaires, enfin, que se conserva l'élément nordico-arien. Mais le principe de l'Apollon delphique et du Zeus olympien ne réussit pas à se former un corps universel, à vaincre vraiment l'élément personnifié par le démon Python, dont on renouvelait tous les 8 ans le meurtre rituel, ou encore par ce serpent souterrain qui apparaît dans le rituel le plus ancien des fêtes olympiques de Diasia. À côté de cet idéal viril de la culture comme forme spirituelle, à côté des thèmes héroïques, des traductions spéculatives du thème ouranien de la religion olympienne s'insinuèrent avec ténacité l'aphroditisme et le sensualisme, le dionysisme et l'esthétisme, en même temps que s'affirmait l'accent mystico-nostalgique des retours orphiques, le thème de l'expiation, la vision contemplative démétrico-pythagoricienne de la nature, le virus de la démocratie et de l'antitraditionnalisme. Et s'il subsiste bien dans l'individualisme hellénique quelque chose de l'éthos nordico-arien, il se manifeste toutefois ici comme une limite. Celle-ci le rendra incapable de se défendre contre les influences de l'ancien substratum, qui le feront dégénérer dans un sens anarchique et destructeur. Cela se répétera à diverses reprises sur le sol italique jusqu'à la Renaissance et jouera en outre un rôle déterminant dans le cycle byzantin. Il est significatif que ce soit par la même voie du Nord parcourue par l'Apollon delphique, que ce soit développé avec l'empire d'Alexandre le Macédonien, la tentative d'organiser unitairement l'Hellade. Mais le grec n'est pas assez fort pour l'universalité qu'implique l'idée de l'empire. La polis, POLIS, dans l'empire macédonien, au lieu de s'intégrer, se dissout. L'unité et l'universalité favorisent ici, au fond, ce qu'avaient favorisé les premières crises démocratiques et antitraditionnelles. Elles agissent dans le sens de la destruction et du nivellement, et non de l'intégration de cet élément pluraliste et national, qui avait servi de base solide à la culture et à la tradition, dans le cadre de chaque cité. C'est en cela que se manifeste précisément la limite de l'individualisme et du particularisme grec. La chute de l'empire d'Alexandre, empire qui aurait pu signifier le début d'une nouvelle affirmation contre le monde asiatico-méridional, n'est donc pas due seulement à une contingence historique. Au déclin de cet empire, la calme pureté solaire de l'ancien idéal hellénique n'est plus qu'un souvenir. Le flambeau de la tradition se déplace vers une autre terre. Nous avons à maintes reprises attiré l'attention sur la simultanéité des crises qui se manifestèrent au sein de diverses traditions
entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, comme si de nouveaux groupes de forces avaient surgi pour renverser un monde déjà chancelant et donner naissance à un nouveau cycle. Ces forces, ailleurs qu'en Occident, ont été le plus souvent arrêtées par des réformes, des restaurations ou de nouvelles manifestations traditionnelles. En Occident, au contraire, on dirait que ces forces ont réussi à briser la digue traditionnelle, à se frayer un chemin et donc à préparer la chute définitive. Nous avons déjà parlé de la décadence qui s'est manifestée dans l'Égypte des derniers temps, davantage encore en Israël et dans le cycle méditerranéo-oriental en général. Décadence qui devait atteindre la Grèce elle-même. L'humanisme, thème caractéristique de l'âge de fer, s'y annonçait par l'apparition du sentimentalisme religieux et la dissolution des idéaux d'une humanité virilement sacrée. Mais l'humanisme s'ouvre résolument d'autres voies, en particulier dans l'Hellade, avec l'avènement de la pensée philosophique et de la recherche physique. Et à cet égard, aucune réaction traditionnelle notable ne se manifeste. On assiste au contraire à son développement régulier, parallèlement au développement d'une critique laïque et anti-traditionnelle. Ce fut comme la propagation d'un cancer dans les éléments sains et antiséculiers qui subsistaient encore en Grèce. Bien que cela risque d'être difficilement concevable pour l'homme moderne, il est certain qu'historiquement, la prééminence de la pensée est un phénomène marginal et récent, même s'il est antérieur à la conception purement physique de la nature. Le philosophe et le physicien ne sont que des produits dégénérescents apparus à un stade déjà avancé du dernier âge, de l'âge du fer. Cette décentralisation qui, au cours des phases déjà considérées, détacha graduellement l'homme des origines, devait finalement faire de lui, au lieu d'un être, une existence, c'est-à-dire quelque chose qui est en dehors, une sorte de fantasme, de tronçon, qui aura pourtant l'illusion de reconstruire à lui seul la vérité, la santé et la vie. Le passage du plan du symbole à celui des mythes, avec ses personnifications et son esthétisme latent, annonce déjà dans l'Hellade une première chute de niveau. Plus tard, les dieux, déjà affaiblis par leur transformation en figures mythologiques, devinrent des concepts philosophiques, c'est-à-dire des abstractions, ou bien les objets d'un culte exotérique. L'émancipation de l'individu par rapport à la tradition, sous la forme du penseur, l'affirmation de la raison comme instrument de libre critique et de connaissance profane, découlèrent normalement de cette situation. Et c'est précisément en Grèce qu'elles se manifestèrent pour la première fois d'une façon caractéristique. Ce n'est bien entendu que beaucoup plus tard, pendant la Renaissance, que ce phénomène atteindra son complet développement. De même, ce n'est que plus tard, avec le christianisme, que l'humanisme en tant que pathos religieux deviendra le thème dominant de tout un cycle de civilisation. La philosophie grecque, d'ailleurs, était généralement centrée malgré tout, moins sur le mental que sur des éléments de nature métaphysique et mystériosophique, écho d'enseignements traditionnels. D'autre part, cette philosophie s'accompagna toujours même dans l'épicurisme et chez les Cyréniens d'une recherche de formation spirituelle, d'ascèse, d'autarchie. Les physiciens grecs, malgré tout, continuèrent dans une large mesure à faire de la théologie, et il faut être ignorant, comme certains historiens modernes, pour supposer par exemple que l'eau de Thalès ou l'air d'Anaximandre furent identifiés aux éléments matériels. Mais il y a plus. On tenta de tourner le nouveau principe contre lui-même, en vue d'une reconstruction partielle. C'est l'idée de Socrate qui pensa que le concept philosophique pouvait servir à dominer la contingence des opinions particulières, ainsi que l'élément dissolvant et individualisme du sophisme, et rétablir des vérités universelles et supra-individuelles. Cette tentative devait malheureusement conduire, par une sorte de retournement, à la plus fatale déviation. Elle devait substituer la pensée discursive à l'esprit, en confondant avec l'être une image qui, tout en étant l'image de l'être, reste cependant non-être, chose humaine et irréelle, pure abstraction. Et alors que la pensée chez l'homme, capable d'affirmer consciemment le principe selon lequel l'homme est la mesure de toute chose, et d'en faire un usage délibérément individualiste, destructeur et sophistique, montrait ouvertement ses caractères négatifs,
au point d'apparaître moins comme un danger que comme le symptôme visible d'une chute, la pensée qui cherchait au contraire à exprimer l'universel et l'être dans la forme qui lui est propre, c'est-à-dire rationnellement et philosophiquement, et à transcender, à l'aide du concept, par une rhétorique, tout ce qui est particulier et contingent dans le monde sensible. Cette pensée constituait la séduction et l'illusion la plus dangereuse, l'instrument d'un humaniste, et donc d'un irréalisme beaucoup plus profond et plus corrupteur qui devait par la suite envoûter complètement l'Occident. Ce qu'on appelle l'objectivisme de la pensée grecque correspond au soutien qu'elle tira encore, consciemment ou inconsciemment, du savoir traditionnel et de l'attitude traditionnelle de l'homme. Ce soutien, une fois disparu, la pensée devient sa propre raison suprême en perdant toute référence transcendante et suprarationnelle pour aboutir finalement au rationalisme et au criticisme moderne. Nous nous contenterons de faire brièvement allusion ici à un autre aspect de la révolution humaniste de la Grèce, relatif au développement hypertrophique déjà profane et individualiste des arts et des lettres. Par rapport à la force des origines, il faut voir là aussi une dégénérescence, une désagrégation. L'apogée du monde antique correspond à la période où, sous la rudesse des formes extérieures, une réalité intimement sacrée se traduisait, sans expressionnisme, dans le style de vie des dominateurs et des conquérants en un monde libre et clair. Ainsi, la grandeur de l'Hellade correspond à ce qu'on appelle le Moyen-Âge grec, avec son épos et son éthos, avec ses idéaux de spiritualité olympienne et de transfiguration héroïque. La Grèce civilisée, mère des arts, celle qu'avec la Grèce philosophique les modernes admirent et sentent si proche, c'est la Grèce crépusculaire. Cela fut très nettement senti par les Romains des origines, chez qui vivait encore à l'état pur le même esprit viril que celui de l'époque achéenne. C'est ainsi qu'on trouve chez un Caton des expressions de mépris pour l'engeance nouvelle des hommes de lettres et des philosophes. Et l'hellénisation de Rome, sous la forme d'une prolifération humaniste et déjà presque illuministe d'esthètes, de poètes, d'hommes de lettres et d'érudits, prélude à bien des égards à sa décadence. Tel est le sens général du phénomène, abstraction faite par conséquent de ce que l'art et la littérature grecque conservèrent malgré tout, çà et là, de sacré, de symbolique, d'indépendant de l'individualité de l'auteur, conformément à ce que furent l'art et la littérature au sein des grandes civilisations traditionnelles, et ne cessèrent d'être que dans le monde antique dégénéré, et plus tard dans l'ensemble du monde moderne.